Voilà, on va continuer sur les exosquelettes et ça permettra en effet, comme il vient d'être dit, de pouvoir rebondir encore sur d'autres situations. Et donc, je vais inviter Pierre et Coraline à venir nous rejoindre et venir nous présenter un petit peu une autre solution d'exosquelette, toujours dans ce même esprit que ça s'inclut dans des démarches et ça fait partie des solutions quand on a déjà épuisé toutes les solutions précédentes. À toi, Pierre. Merci. Merci beaucoup, Eric. Alors, effectivement, on s'intègre dans la continuité, c'est bien organisé. Bravo, Eric, dans l'enchaînement des présentations, puisque pour notre part, Japet, on est fabricant d'exosquelettes, donc ça va me permettre d'ailleurs de répondre à quelques questions qui ont été posées précédemment. Je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs. Donc, j'ai retenu deux questions qui ont été posées. Le premier sur l'adaptation à la morphologie. En fait, c'est un des sujets sur lesquels nous, on a beaucoup travaillé en tant que fabricant. Et vous le voyez sur le dispositif que je porte, en fait, il est en deux parties. Donc, il y a un dispositif actif qui vient se scratcher sur une seconde peau, et donc ce qui permet de couvrir tout type de morphologie, puisqu'on a quatre tailles de seconde peau. Coraline vous en montre une autre. Voilà. Pardon, ah oui, on le voit bien. Ouais, on le voit ici, en deux parties. Vous voyez le dispositif actif d'un côté, la seconde peau de l'autre. Et donc, cette seconde peau, il en existe quatre tailles. Et donc, ça permet de couvrir l'ensemble des morphologies, on va dire à 85-90% des morphologies existantes aujourd'hui dans le monde du travail. Donc, c'est une première réponse sur l'adaptation à la morphologie. La deuxième question. Excusez-moi, est-ce que c'est possible d'enlever le flou sur la caméra d'Eric? Parce que du coup, on vous voit très bien, mais très flou. Pardon. Oui. Bonne remarque, Fanny. Alors, on va aller dans paramètres. Non, Sarah, elle se rapproche plus près encore. C'est où ça, normalement effet vidéo, voilà, c'est là. Ici. Aucun. Bon, voilà, vous allez mieux voir. Super. Merci, Eric. Donc, c'était la première question à laquelle je me proposais de répondre. La seconde était les conditions de l'environnement dans lequel on fonctionne avec ces solutions. Pour nous, en tant que fabricants, il y a deux conditions qu'on exclut dans l'utilisation de nos exosquelettes. La première, c'est un niveau d'humidité très, très important. Donc, tout ce qui est milieu marin, enfin, il y a des ostréiculteurs qui sont venus nous voir pour utiliser le dispositif. C'est bien sûr exclu. Et donc, c'est une impossibilité. Et puis, le second environnement, en fait, qui est exclu également, c'est là où il y a des champs électromagnétiques puissants, puisque effectivement, ils viennent perturber le fonctionnement de l'exosquelette et donc le rendent inadapté à ces situations. Voilà, donc je reviens maintenant peut-être à notre intervention. Donc, deux mots de présentation. Je m'appelle Pierre Lelard, je suis directeur général de Japet. Je vais intervenir avec Coraline Rombou, qui est ergonome au sein de la société Erta et qui vous présentera des cas d'usage. Donc, peut-être pour rapidement présenter Japet Médical, on a inventé un concept qui est la wearable medicine. Donc, c'est la combinaison finalement de différentes sciences qui nous permet de concevoir des exosquelettes, donc la science médicale, puisque notre exosquelette, non seulement c'est pas un EPI, mais c'est un dispositif médical certifié. On est certifié ISO 13485. Donc, premier élément essentiel pour nous. Et donc, notre origine, ce sont les sciences médicales. Donc, j'ai entendu tout à l'heure des questions autour de ce sujet. Comment on intègre la dimension médicale dans nos études, nos analyses, nos diagnostics, mais aussi dans la conception des outils. C'est le cas pour nous, puisqu'on a un directeur scientifique qui est neurochirurgien, on a un comité scientifique avec des professeurs qui sont notamment dans le monde de la rééducation et qui nous accompagnent sur cette dimension. Deuxième science en fait que l'on va intégrer dans nos systèmes, c'est la robotique. Et puis enfin, la troisième, c'est une particularité régionale, et c'est pour ça que je le cite, c'est un domaine d'expertise régionale, puisque nos dispositifs sont avant tout du textile dans leur socle et dans leur base. Et c'est vrai que c'est une des grandes expertises dans la région. Donc, on est fiers aussi de porter cet étendard au niveau de notre produit.
Très rapidement, dans quel domaine on va intervenir? On est à la fois fabricant, enfin concepteur, fabricant et intégrateur d'exosquelettes. Donc, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit mieux que ce que je dirais avant, notamment par Alicia, mais on va travailler sur des étapes qui sont des étapes clés. C'est le diagnostic, c'est le test en conditions réelles. Je crois que c'était bien précisé avant, mais pour nous, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans ces conditions qu'on peut tester un exosquelette. Et puis, bien sûr, de l'accompagnement, de la formation, de l'intégration tout au long de la mise en place de ces outils. On a une gamme d'exosquelettes qui est composée de 3 produits qui vont intervenir sur 3 zones du corps. Donc, la première, le premier dispositif, c'est celui que je porte sur moi. Je ne sais pas si on le voit, mais en tout cas, il s'agit de travailler sur la zone lombaire. C'est un dispositif actif, donc je l'ai dit, qui est certifié dispositif médical. Et puis ensuite, on a 2 autres produits qui vont venir intervenir sur, à la fois, pour le premier qui s'appelle Plume, sur les bras, sur les épaules. Et donc, il s'agit là d'équiper des opérateurs qui travaillent avec les bras en hauteur. Donc, ce qu'on appelle tous les travaux qui se font au-dessus de la ligne de cœur. Je ne sais pas si c'est connu pour tous, mais effectivement, c'est là où il y a une pénibilité quand on travaille au-dessus de la ligne de cœur. Et puis le dernier, c'est une situation très spécifique qu'on connaît beaucoup dans le monde de la logistique, mais pas seulement, qui est le soutien des cervicales pour les postures tête en l'air. Donc, quand on a besoin de travailler tête en l'air une partie de la journée, donc il y a un soutien qui est possible au travers de cette solution. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, c'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, pardon. La lombalgie est effectivement une situation, une maladie, c'est une maladie professionnelle qui est importante, hein. On considère, et ça, c'est les chiffres de l'assurance maladie, hein, de 80% des êtres humains seront frappés un jour ou l'autre dans leur vie par une douleur lombalgique. Ça représente 20% de la totalité des arrêts de travail qui existent. Mais la particularité des arrêts de travail pour lombalgie, c'est que c'est ceux qui ont le plus haut niveau de récidive à hauteur de 60%. Donc, notre dispositif, il va couvrir un spectre relativement large de postures, de situations. Donc, les mouvements répétitifs, quels qu'ils soient, et quel que soit l'axe dans lequel on va réaliser ces mouvements, le port de charges lourdes, et puis toutes les postures contraignantes qui vont venir agir sur la zone lombaire. Alors, on dispose, je vais le passer très rapidement ici, mais on a fait, comme on est dispositif médical, on a fait des études cliniques complètes sur le sujet. Donc, notre dispositif, il réduit la compression de la zone lombaire de 40%. Vous savez, la lombalgie, elle vient de la compression de la zone lombaire. Et donc, le dispositif va agir dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il va venir décompresser cette zone. Et ça, c'est le fruit d'une étude clinique que l'on a réalisée. De la même manière, le dispositif dans son utilisation, il va soulager les douleurs et retarder la fatigue lombaire. C'est ce qu'on voit sur les graphiques qui sont ici, aussi bien pour les sujets qui ont déjà une pathologie que dans des situations de prévention primaire où il n'y a pas de pathologie déclarée. Et je crois que ça a été rapidement évoqué tout à l'heure, mais c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. On a tendance à penser que quand on utilise un exosquelette, on va faire baisser l'activité musculaire et donc créer un risque d'atrophie musculaire. Donc, on s'est dit, il faut absolument que ça ne soit pas le cas pour le nôtre. Et donc, on a fait tout un travail de conception et puis on a mis en place une étude clinique qui montre, vous le voyez sur les courbes qui sont en bas, que l'on a une activité musculaire avec ou sans l'exosquelette qui est relativement identique, voire totalement identique. Et puis enfin, cet exosquelette, il va aussi nous aider dans les postures. Donc, il va limiter les postures et notamment limiter les postures à risque. C'est-à-dire ce qu'on appelle posture à risque, c'est quand il y a un angle supérieur à 60 degrés. C'est ce qu'on voit ici. Voilà, j'en ai terminé. Je vais laisser la parole à Coraline, c'est le plus intéressant. Merci, bonjour. Donc, effectivement, je suis ergonome pour l'entreprise Erta. Donc, Erta, c'est 1800 collaborateurs. Nous avons 2 usines, dont une, la plus grande, qui est basée à Saint-Paul-sur-Ternoise, dans le Pas-de-Calais. La seconde usine à Strasbourg, 2 plateformes logistiques, une sur Lyon, une sur Compiègne, et le siège à Paris, et la force des ventes qui est partout sur nos régions.
Donc, j'ai quelques cas à vous présenter. Hop, voilà, le premier cas d'intégration d'exosquelette, donc à savoir que je ne vais pas revenir hein, sur tous les principes de prévention, identification des risques et identification voilà, des postures, analyse ergonomique, etc., parce que ça a déjà plutôt bien été abordé jusqu'ici. Là, je vais aller plutôt au cas concret. Donc là, on est sur un projet en fait d'automatisation d'une ligne de production pour laquelle on a 3 postes de travail. Donc un poste en entrée qui avait déjà été retravaillé il y a quelques années et amélioré au niveau ergonomie, au niveau de la mise à hauteur, des pains Là, c'est des pains de jambon que vous voyez en photo en fait. Dans le processus du jambon. Euh, donc le poste d'entrée, il a déjà été travaillé, où on n'a plus de port de charge, mais plutôt du tiré-poussé de charge, donc on n'y a pas retouché. On a ensuite 2 postes au milieu qui sont ceux que vous voyez en photo, donc le poste d'ouverture, où j'ai une personne qui vient en fait saisir le pain de jambon pour ouvrir, le déballer et faire évacuer les jus de cuisson. Et ensuite, on a 2 opérateurs donc, qui sont sur le poste de roulage, sur les photos de droite, qui viennent enrouler le jambon dans du papier buvard pour le remettre ensuite sous vide. Ça va partir au frigo avant d'être tranché et d'avoir le jambon en barquette comme vous connaissez dans vos consommations de nos jambons Herta. Et du coup, en sortie, on avait aussi un poste de travail qui était très manuel et pour lequel l'entreprise a investi énormément pour automatiser le poste qui était en fait le plus contraignant de cette ligne. On a fait des études pour aménager ou améliorer en fait ces 2 postes ouverture ou roulage, à savoir que c'est quand même assez complexe parce que c'est un savoir-faire métier, c'est des gestes très précis et très techniques à réaliser. Donc on n'a pas de solution, on va dire technique, disponible sur le marché pour pouvoir vraiment répondre avec de l'automatisation ou de la semi-automatisation pour pouvoir améliorer en fait les conditions de travail. On est dans des zones très haute hygiène avec des contraintes assez fortes de nettoyage de nos machines, risques bactérieux, etc. Donc on ne peut pas avoir du matériel non inox, non nettoyable, etc. à mettre sur nos process de fabrication. Donc du coup, on a fait le parti de se dire on n'a pas vraiment le choix, on est obligé de conserver en fait nos postes de travail physiques. Donc c'est fait la réflexion de se dire comment on peut quand même essayer d'aider nos collaborateurs, notamment sur ces 2 activités-là, où on peut voir via les captures. Donc moi, j'utilise pas Léa, j'utilise pas T-Ergo, mais j'utilise Kimea, donc c'est voilà du similaire à ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Donc vous voyez bien voilà qu'on a une sollicitation importante quand même du dos à répétition pour nos collaborateurs. Donc on est venu intégrer la solution exosquelette, donc le JAPW+. Et là, en fait, je ne peux pas vraiment vous dire, parce que c'est une étude qui est en cours, qui est réalisée par mon apprenti. Et c'est une étude de prévention. Donc, à savoir que les études de prévention, là, des collaborateurs qui n'ont pas forcément de douleur de dos. Donc, quand on n'a pas mal au dos, venir intégrer un exosquelette qui prend un petit peu de place, qui est un petit peu contraignant dans nos mouvements quotidiens, c'est plutôt difficile parce qu'on n'a pas l'impact positif tout de suite par rapport à des personnes qui auraient déjà des pathologies ou des douleurs de dos pour lesquelles, en fait, au bout de 15 jours, 3 semaines d'intégration d'exosquelette, on ressent le bénéfice. Donc, du coup, on accepte mieux et on va de plus en plus le porter et ressentir les soulagements au niveau des douleurs de dos. Donc là, l'étude est en cours. Donc, c'est notre premier projet d'intégration d'exosquelettes en prévention. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc là, c'est un projet sur 11 semaines. On en est à la 8e semaine. 4 collaborateurs qui portent l'exosquelette selon un protocole défini. On a plutôt des retours positifs. Donc, je vous ferai peut-être le compte rendu dans plusieurs mois. Ensuite, on a donc, eu un projet d'intégration d'un exosquelette plume. Donc, c'est l'exosquelette qui permet en fait de venir compenser quand on vient passer le bras au-dessus de la ligne horizontale. Donc là, on est sur un poste d'accrochage des saucisses sur l'usine d'Ilkirch. La personne doit venir avec une épingle saisir l'échappée. Donc, c'est la photo de gauche. Et avec son chapelet de saucisse et son épingle, vient accrocher ensuite sur une cage qui va faire partir ensuite les saucisses en cuisson. Donc cette cage, on accroche la moitié des saucisses sur un étage en bas au niveau du bassin. Donc on vous peut voir un petit peu en bas de la photo. Et la moitié des saucisses est accrochée en haut. Donc à savoir que là, la personne qui s'appelle José est grande parce qu'elle fait 1,90 m. Mais pour les personnes qui font 1,60 m, c'est très très compliqué comme activité. Et là, on a vraiment cette action de devoir porter au-dessus de la tête.
Donc là, on a eu tout un protocole d'intégration qui a été assez long avec HMT, avec l'ergonome d'HMT. On a pris leur prototype Plume et on l'a adapté selon nos besoins. On a fait énormément de retours avec José, qui est notre ambassadeur utilisateur de ce projet-là. Ils ont changé les textiles, ils ont fait améliorer voilà, le confort en fait, des sangles derrière, les conforts des sangles au niveau des hanches. Nous, on a une contrainte, voilà, comme je vous disais, de nettoyage parce qu'on est dans l'agroalimentaire, donc il fallait que les textiles soient démontables pour pouvoir passer en machine à laver. Et enfin, on a fait voilà, pendant 3 ans, 1 an et demi, donc 3 prototypes pour arriver à un prototype final. À savoir que c'était assez facile aussi parce que José a des pathologies aux épaules et du coup, il ressentait assez vite en fait les bénéfices de l'exosquelette, alors que ses collaborateurs, qui sont majoritairement des intérimaires, n'avaient pas forcément de douleur aux épaules et du coup, plus difficile au niveau intégration. Donc le prototype a été validé. On a fait le choix aussi parce que ma direction m'a dit, OK, on a validé le prototype, on est au clair, on va le dupliquer sur les 3 lignes similaires, on va le faire porter en EPI. Et là, j'ai dit, non, ça ne va pas être possible. Il faut vraiment que ça soit du volontariat, du cas par cas. Donc José reste notre ambassadeur sur le poste de travail. Il accompagne, il propose à chaque intérimaire l'utilisation du dispositif, il l'accompagne à s'équiper. Il l'accompagne à l'utiliser et bien sûr, c'est une intégration progressive, hein. C'est 30 minutes la première journée, 45 minutes, etc. On va monter progressivement et l'idée, c'est de ne pas porter toute la journée, tous les jours. Voilà. Donc, à savoir aussi que c'est un poste de travail pour lequel on n'avait pas d'autre solution que d'accrocher les saucisses. Et là, l'entreprise est en train d'investir pour automatiser la tâche d'accrochage. Donc, l'exosquelette, en fait, est venu temporairement soulager en attendant l'automatisation de la chaîne de production. Et les autres projets pour lesquels, enfin, que je souhaite vous présenter, en fait, c'est les premiers projets que j'ai fait notamment avec l'entreprise JAP en 2020. C'est pour du maintien à l'emploi. Parce qu'effectivement, donc c'est plus facile, hein, comme je disais, d'intégrer des dispositifs tels quels sur des personnes qui ont des pathologies ou qui ont des douleurs, parce qu'ils ressentent très vite les bénéfices. Mais par contre, moi, ce que je veux accentuer, c'est qu'on a 2 cas un petit peu particuliers. On a le cas de Samy, qui est un collaborateur sur l'usine d'Ilkirs, qui est en fait cariste. Donc, c'est pas Samy qu'on voit en bas sur la photo, c'est Sophie, mais c'est similairement le même poste. Donc, c'est quelqu'un qui vient avec un engin accompagnant déplacer des palettes d'un frigo à l'autre, décharger des camions. Donc, c'est de la marche prolongée et de la stature debout prolongée. Donc, pas forcément on va dire, des postes identifiés très à risque dans l'entreprise par rapport à d'autres, mais c'est quand même sollicitant pour le dos. Et en plus, Samy a une hernie discale, donc a des douleurs plutôt quotidiennes au niveau de la sciatique. Samy, donc on lui a intégré l'exosquelette progressivement suite à une opération de l'hernie discale. Il a tout de suite adhéré, il a trouvé confort avec son exosquelette. On a fait 1 an d'accompagnement avec Samy, et puis comme ça a roulé, en fait, Samy est devenu autonome avec son exosquelette, il gérait son quotidien avec. Et au bout de 2 ans, Samy est revenu me voir en me disant, Coraline, je ne comprends pas, je porte l'exosquelette comme d'habitude et ça fait 3-4 mois que j'ai mal au dos, j'y arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux m'aider? Bon, d'accord, Samy, on va se reposer des questions, on va se poser autour d'une table. On a réanalysé tout ce qu'il faisait et on a aussi analysé en fait quel était son quotidien également à la maison. Qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il a pu changer. Et en fait, on s'est rendu compte que Samy a pris trop confiance en l'exosquelette. Il le portait pas toute la journée, hein. Il a pris trop confiance en l'exosquelette, il a arrêté de faire du sport, il a arrêté de faire du kiné. Et en fait, il s'est déconditionné. Il a eu une hygiène de vie qui était moins voilà, intéressante. Et en fait, du coup, il s'est rendu compte que les douleurs de dos réapparaissaient, que l'exosquelette ne suffisait pas à compenser ces douleurs-là. Voilà, donc on a mis l'exosquelette de côté, on a refait un protocole d'hygiène de vie, si je puis dire, où il a repris le sport, il a repris la kiné, etc., pour se remettre en carrure, et on a réintégré progressivement l'exosquelette pour qu'il ait vraiment un Pareto intéressant et qu'il n'ait plus de douleur de dos. Donc Samy va bien aujourd'hui. On est bien heureux, heureusement.
Ensuite, on a le cas de Dominique. Donc, Dominique, c'est pareil, c'est une personne qui travaille sur une ligne de tri de viande. On a intégré l'exosquelette, tout se passe très bien. En fait, Dominique, il y a des activités dans son quotidien qui font que les activités de travail sont un petit peu rapides, où il faut beaucoup se pencher, etc. Donc, il avait du mal à trouver un confort avec l'exosquelette au travail. Et du coup, il m'a dit, est-ce que je peux l'emmener à la maison? Parce que j'ai surtout mes douleurs le soir en fin de journée et j'aimerais bien essayer de prendre mon dispositif à la maison pour essayer de voir si ça me décontracte le soir et si ça permet de me soulager un petit peu les douleurs. Je dis, bah, écoute, on y va, fais ton truc. Et en fait, il m'expliquait, il a essayé l'exosquelette pour faire de la tondeuse, pour faire du bricolage à la maison, pour faire la vaisselle, etc. Tant que c'était pas une activité où je suis assis dans un canapé, où je suis assis derrière un ordinateur, parce que là, ça ne fonctionne pas. Et en fait, du coup, Dominique, il a trouvé son confort comme ça. Donc, Dominique, il utilise son dispositif à la maison, plutôt le soir, le week-end. Et c'est tout bénéfice pour nous parce qu'en fait, il revient mieux au travail sans douleur. Et du coup, bah, en fait, on a fait le parti de se dire le dispositif, c'est aussi à la maison parce qu'on a aussi des activités personnelles à côté. Et c'est bien pour l'entreprise. Voilà les partages que je pouvais vous faire. Je ne sais pas si vous avez des questions, j'en ai plein d'autres à raconter, mais je pense que je vais même pas tomber. Un grand merci pour cet exemple, à nouveau Merci très, beaucoup. très clair. On va prendre les questions. Alors, j'ai pas de questions sur le chat, pardon. J'ai quelques trucs, mais pas de questions. Est-ce que vous avez des questions à Coquel, Fanny? On n'a pas de questions pour l'instant. D'accord. Donc, il est 17h, donc Coquel va se déconnecter. Ou Ouais. vous restez encore connecté un peu ou... Non, mais là, on va passer du coup, nous, à la partie exosquelette et tests sur place de mise en pratique. Ouais. OK, Ça marche, impeccable. parfait, parfait. Au revoir. Comment? Ah. Merci en tout cas aux gens de Coquel. Oui. Si vous devez nous quitter, merci à vous. Et puis, on vous envoie d'ici une huitaine de jours le lien vers les différents replays. On va prendre ici une question. Merci beaucoup. Oui, je voulais savoir sur les exosquelettes, quand ils ont été déployés dans du maintien dans l'emploi, si vous avez pu bénéficier de financement via les AGFIP. Oui, effectivement, l'avantage aussi sur des dispositifs tels quels, c'est que on a fait tous nos dossiers de financement à l'EFIP. Alors, avant, on était Nestlé. Donc, Nestlé avait une belle enveloppe mission handicap, donc en fait, finançait à 100% les dispositifs pour nos collaborateurs. Donc, en fait, ça a été vraiment le levier aussi pour nous, intégrer les dispositifs. Maintenant, on a quitté Nestlé, on a été racheté par des actionnaires espagnols. Donc là, on passe par la GFIP avec Cap Emploi. Donc là, les exosquelettes, on va faire notre premier donné, ouais, mais c'est à peu près 60-80% de financement. En règle générale, ils sont financés Ouais. entre 60 et 80%. C'est quand même intéressant. Modèle. Non, pas en prévention. Pas prévention. Ouais, c'est ça. Merci. S'il y a... L'ensemble du package, c'est-à-dire Alors, la question, c'est sur le tarif. On vous entend Oui. pas à l'autre. L'ensemble du package, c'est-à-dire avec le dispositif en lui-même, la formation des utilisateurs, du référent et l'intégration du dispositif, c'est-à-dire tout le processus que Coraline a évoqué. L'ensemble du package, c'est 7 700 €. Merci. Merci beaucoup Donc, c'est celui pour la zone lombaire hein, qui est à ce prix-là. C'est entre 3 et 4 000 € pour l'exosquelette bras. Et la grande différence entre les deux, c'est que celui-ci est mécanisé, hein, il est actif, alors que l'autre est un exosquelette passif. Ça représente toujours une somme. Ça représente toujours une somme a priori, mais c'est vrai que remis dans un contexte de maintien dans l'emploi ou de prévention, c'est des sommes voilà, qui sont somme toute assez raisonnables. On est toujours en lien avec les autres en vidéo, hein, c'est pour ça que je reprends la parole. Oui. Alors, il y a des échanges hein, ici. Oui, il y a des échanges. Ça commence à discuter, on ne les tient plus. Voilà, on va aller vite, mais en tout cas, un grand merci. Et puis, on voit toujours ces mêmes
c'est même constante dans toutes les entreprises qui ont témoigné ici, d'une démarche, d'un état d'esprit aussi très important. Et je pense que les deux sont importants à souligner.